Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à tous nos participants ainsi qu'aux intervenants à ce webinaire intitulé Enfin indépendante et indépendant. Mon nom est Dan Ben-Simon, je suis conseiller en patrimoine au sein de la banque Piguet Galland et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette discussion en compagnie de nos experts. Mon métier m'amène à discuter de différents projets de vie de ma clientèle et d'élaborer des stratégies pour mener à bien leurs objectifs. Avant d'introduire la discussion et de passer la parole à nos spécialistes, je souhaite rapidement vous présenter la banque et le conseil chez Piguet Galland. Nous sommes une banque privée suisse présente sur différents sites en Romandie. La banque met en avant l'approche globale de votre patrimoine en travaillant sur 3 différents piliers: la gestion de vos actifs, le financement et le conseil patrimonial. Piguet Galland est une banque de proximité et il nous tient à cœur de vous accompagner dans vos différents projets de vie. De plus, notre taille nous permet d'être très réactifs et flexibles. Notre actionnaire majoritaire est la Banque cantonale vaudoise pour vous offrir la sécurité dont vous avez besoin. Chez Piguet Galland, nous apprécions tout particulièrement de traiter des sujets d'actualité via des webinaires pour répondre ensemble à vos interrogations. Savez-vous qu'en 2020, malgré la crise liée au coronavirus, la Suisse a enregistré un record en termes de création d'entreprises? Plus de 46 000 nouvelles inscriptions auprès du registre du commerce. Vous êtes nombreux à vous poser des questions concernant le fait de devenir indépendant, à propos par exemple de la forme juridique à adopter ou de l'impact sur votre prévoyance professionnelle. Pour mener à bien cette discussion, la première partie du webinaire sera animée par Grégory Mazon et Ludovic Pache. Ils sont spécialistes en fiscalité et comptabilité. Tous les deux travaillent pour la société Mazars à Lausanne. Dans un deuxième temps, ma collègue Victoria Mazon, conseillère en planification patrimoniale chez Piguet Galland, poursuivra la présentation. Je vous invite à nous poser de manière anonyme vos différentes questions sur notre chat tout au long de la discussion et nous répondrons à celles-ci à la fin de chaque présentation. Sans plus attendre, je passe la parole aux intervenants de Mazars. Merci Ben. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, avant de débuter cette présentation, je tiens à remercier la banque Piguet Galland de nous avoir sollicité pour parler de ce sujet passionnant aujourd'hui, qui est la transformation de réseaux individuels ou de sociétés de personnes en sociétés de capitaux, qu'on va se faire un plaisir de vous commenter. Alors, relativement rapidement, on va vraiment se concentrer sur les éléments clés aussi pour pouvoir vous délivrer un message clair, précis et concis. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a expliqué Ben. Et le cas échéant, on se tient volontiers à votre disposition si vous avez d'autres questions qui vous viennent ultérieurement. Avant de rentrer dans le détail, en quelques mots, notre société Mazars est une société fiduciaire active au niveau international. Donc, on fait partie d'un groupe international. On est également et principalement présent en Suisse. On est une fiduciaire d'une certaine taille en Suisse, présente principalement dans les cantons romans, également en Suisse allemande, avec des bureaux à Berne et Zurich. Mais je pense que ce n'est pas le corps de la présentation. Je vous propose de passer immédiatement à la suite. Les intervenants, et Greg, je te passe la parole pour te présenter brièvement. Bonjour à tous, merci Ludo. Donc, pour ma part, je suis senior en outsourcing chez Mazars. Je travaille chez Mazars depuis à peu près 4 ans et j'accompagne différents types de clients, type PME, indépendants ou start-up, dans leurs projets de vie, autant du point de vue comptable, fiscal, salaire, et principalement depuis quelques années, dans les transformations justement des indépendants qui souhaitent devenir des sociétés de capitaux. Je te laisse peut-être dire un ou deux mots à ton sujet, Ludo. Oui, alors en quelques mots, de mon côté, je suis actif au sein du département fiscal de Mazars, donc je suis expert fiscal diplômé, je travaille ici depuis 2014 maintenant et j'ai aussi pour habitude d'accompagner les clients, les entrepreneurs dans leur vie d'entrepreneur et en particulier sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui.
Parfait, merci beaucoup. Donc, pour commencer cette présentation, je vais aborder avec vous les différents challenges et les différents défis en fait qui vous concernent tous. Que vous soyez organisé en réseau individuel ou en société de capitaux, vous avez de toute façon des défis et de nombreux challenges. On va en parler un petit peu. Le premier dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est la planification fiscale et successorale, qui, elle, peut être un peu discutée et différente en fonction de la forme juridique que vous allez choisir. Ensuite, au niveau de l'optimisation de votre gestion et de comptable et puis de votre administratif au niveau de votre société, il y a aussi une gestion qui est potentiellement différente en fonction du type d'organisation que vous allez adopter. Et puis, du point de vue de la proactivité et de l'anticipation justement dans vos prises de décision, c'est quelque chose qui peut être facilité dans le cas où vous êtes organisé sous forme de forme juridique de société de capitaux plutôt qu'une activité en raison individuelle, dont Ludovic vous parlera un petit peu des différences entre les deux dans les prochains slides. Ensuite, on a un aspect de planification financière et de prévoyance qu'aujourd'hui, justement, la banque Piguet-Galland va vous présenter dans les prochains slides. Et puis ensuite, pour terminer, on a cet aspect optimisation de votre portefeuille d'assurance qui, lui, peut être justement renégocié et rediscuté dans le cadre d'une transformation de votre activité. Alors, rentrons un tout petit peu dans le vif du sujet, en commençant par vous présenter, non pas toutes les différences, mais certaines différences entre une structure sous forme de société de personnes, donc une raison individuelle, en comparaison de la structure juridique qui est celle de la société de capitaux, donc une personne morale, comme on les appelle. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vous lister toutes les différences, mais plutôt de se concentrer sur les éléments que nous, au quotidien, en tant que conseil, on se rend compte comme étant des éléments déterminants, des critères décisifs dans la prise de décision d'un entrepreneur, de passer d'une structure à l'autre. Donc, d'un côté, vous avez la structure société de personnes qui est une structure relativement légère du point de vue juridique, facile à mettre en place, notamment pour un début d'activité. De l'autre côté, vous avez la structure personne morale qui, elle, certes, est beaucoup plus lourde juridiquement, mais qui offre d'autres avantages. La première grande différence qu'il est important de relever entre ces deux types de structures, je ne vais peut-être pas trop m'y attarder à ce stade, mais c'est la question de la fiscalité durant la vie de l'entrepreneur ou au cours des années d'activité. Je ne vais pas détailler davantage ce point ici parce que je vais revenir dessus au slide suivant, mais c'est une des premières grosses différences entre les deux types de structures et vous comprendrez après pourquoi et quels sont les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre. Un deuxième élément qui est un facteur décisionnel pour certains clients et qui est une différence importante dans le cadre du choix d'un entrepreneur de s'organiser en société de personnes ou en société de capitaux, c'est le risque personnel. Sous forme de société de personnes, l'entrepreneur voit son patrimoine personnel, donc sa maison d'habitation privée, l'ensemble de ses biens, potentiellement engagés dans le cadre d'une éventuelle poursuite par voie de faillite ou par voie ordinaire, si j'ose dire. Mais l'entrepreneur, sous forme de société de personnes, n'a quasiment aucune protection de son patrimoine personnel. Au contraire de la société de la personne morale, qui, elle, offre une protection totale du patrimoine personnel de l'entrepreneur, parce que finalement, le risque est limité à la fortune détenue par la société, par la personne morale. Donc ça, c'est une première des différences qui est très importante dans les deux types de structures et qui peut générer la volonté pour un entrepreneur de se transformer, notamment s'il exerce une activité qui est particulièrement risquée, par exemple la promotion immobilière ou des activités dans ce genre de secteur. Un troisième élément qui est aussi un facteur décisionnel pour un client, c'est l'imposition au moment où il va revendre sa société. D'un côté, en société de personnes, vous avez une imposition
certes allégé, mais qui va quand même osciller entre 15 et 30% suivant les cas, donc 15 et 30% d'impôts, y compris l'AVS, en cas de vente d'une activité organisée sous la forme d'une société de personnes ou d'une raison individuelle. Au contraire, si un entrepreneur est organisé en société de capitaux, donc il est titulaire des actions de sa propre société, et c'est cette société qui exerce l'activité et qui vient à vendre sa société, il va réaliser ce qu'on appelle un gain en capital exonéré d'impôt. Donc, il ne paiera pas un franc d'impôt sur le gain qu'il va générer lors de cette vente. Et finalement, c'est vraiment un des critères les plus importants au quotidien pour certains de nos clients dans la prise de décision de sauter le pas de la transformation, si j'ose dire. Je vais rentrer maintenant un tout petit peu plus dans le détail sur la partie fiscale, la partie planification, parce que pour pouvoir bien comprendre où on peut optimiser la fiscalité de l'entrepreneur grâce à une société de capitaux, par exemple, il est important de bien comprendre le mécanisme des deux types de structures. D'un côté, du côté gauche du slide, vous avez le mécanisme sous forme de raison individuelle. Finalement, ce mécanisme, vous avez un seul et même contribuable, c'est-à-dire que l'entrepreneur et son activité indépendante sont une seule et même personne, on n'a pas de distinction à ce niveau-là, ce qui a pour conséquence que chaque année, l'entrepreneur, l'indépendant, va payer l'impôt sur le revenu et l'AVS sur le bénéfice réalisé durant l'année. Et ça génère au quotidien de fortes fluctuations en fonction des résultats positifs ou négatifs de l'année, mais on a souvent ce défaut, sous forme de raison individuelle ou de société de personnes, d'avoir une forte fluctuation des revenus soumis à l'impôt et donc de l'impôt à payer, et surtout pas de possibilité de limiter les revenus qui sont soumis à l'impôt. Donc, à titre d'exemple, ici, pour un entrepreneur sous forme de raison individuelle qui gagne relativement bien sa vie, on compte sur un taux d'imposition qui peut aller jusqu'à 50% quand on cumule l'impôt sur le revenu et l'AVS. De l'autre côté, quand vous exercez votre activité sous forme d'une société de capitaux, donc une SA ou une SARL, on a à ce moment-là deux sujets, deux contribuables parfaitement distincts. Donc, vous avez l'entrepreneur en tant que personne physique qui est un contribuable et vous avez à côté de ça la personne morale, la SA, la SARL, qui est un second contribuable. Et chacune de ces deux personnes distinctes va payer l'impôt qui le concerne sur ses propres revenus, si on peut dire ça comme ça. Donc, finalement, l'entreprise, la SA, va réaliser l'activité au quotidien, générer des profits sur cette activité et sur ces profits, elle va payer un impôt sur le bénéfice qui aujourd'hui se situe aux alentours de 14% suite à la réforme fiscale récemment rentrée en vigueur. Et finalement, c'est le seul impôt que la société va payer sur son bénéfice. En revanche, le profit ainsi réalisé n'est pas encore dans la poche de l'entrepreneur. Donc, ça veut dire que pour que l'entrepreneur puisse vivre, il faut encore lui verser soit un salaire pour l'activité qu'il exerce dans la société, soit ce qu'on appelle un dividende, qui est finalement la rémunération de l'actionnaire de la société. Et l'avantage de cette structure, c'est que vous pouvez choisir, alors plus ou moins librement, parce qu'il n'y a pas une liberté totale non plus, mais vous pouvez choisir d'une certaine manière le niveau de salaire et surtout le niveau de dividende que vous voulez vous verser en tant qu'entrepreneur depuis votre SA, si vous voulez, ou la SARL. Et ça vous permet de mieux planifier dans le temps vos revenus soumis à l'impôt ou les revenus soumis à l'impôt au niveau de l'entrepreneur, parce qu'on a cette possibilité de les limiter, si on veut bien, et de laisser une partie des revenus au sein de la société. Maintenant, pour faire un focus plus particulier sur l'entrepreneur, finalement, il va également payer de l'impôt sur le salaire et ou le dividende qu'il va recevoir. Donc, un salaire va être soumis à un taux d'impôt ainsi qu'à l'AVS qui est le même que celui dont on parlait avant, donc 41,5%. C'est un impôt sur le revenu qui est perçu de manière ordinaire. Au contraire, le mécanisme du dividende, lui, bénéficie d'un allègement fiscal qui est prévu. Donc finalement, pour 100 francs de dividendes qui vont être versés à l'entrepreneur,
fiscalement, il y a uniquement 70 qui seront considérés dans le cadre de la déclaration d'impôt, qui seront soumis à l'impôt au niveau de l'entrepreneur. Et finalement, pour répondre à la première question finalement de ce slide, c'est de savoir comment on peut faire de la planification fiscale au moyen de l'outil de la société de capitaux. C'est que vous avez, comme je l'ai dit, cette liberté de fixer dans une certaine mesure le niveau de revenu qui va ressortir de la SA ou de la SARL à destination de l'entrepreneur et de laisser au sein de la société l'intégralité des revenus qui ne sont pas nécessaires à l'entrepreneur pour financer son train de vie. Et finalement, ça vous permet de créer une cash box, si j'ose dire, ou de thésauriser une partie des revenus au sein de la société pour les distribuer sous forme de salaire et de dividendes uniquement au moment où vous le choisissez. Et fiscalement, on essaye de choisir de distribuer un revenu ou de bénéficier d'un revenu quand on a une déduction fiscale à mettre en face, par exemple un rachat de prévoyance ou des frais d'entretien du logement privé. Et finalement, c'est tout là l'intérêt de la société de capitaux, c'est que vous pouvez planifier dans le temps un revenu fixe et ensuite, d'année en année, une augmentation d'un certain niveau de revenu quand vous savez qu'en face de ça, vous aurez une déduction fiscale pour limiter l'impact positif sur le total d'impôts à payer qui va être généré par ce revenu complémentaire. Donc, vraiment, il n'y a pas de règle absolue, si vous voulez, de dire il faut absolument se transformer en société de capitaux ou il faut rester en raison individuelle. Ce que nous, on constate au quotidien, c'est que un entrepreneur qui est capable, de par son activité, de générer davantage de profit que ce qu'il va utiliser pour son train de vie, probablement qu'il y a des questions à se poser si la structure sous forme de raison individuelle est toujours la bonne et s'il ne devrait pas envisager une transformation en société de capitaux. Dernier point qui est très important à relever, c'est que le passage de la structure société de personnes, raison individuelle, en société de capitaux peut être fait en neutralité fiscale. C'est-à-dire que cette transformation, on peut la réaliser sans générer un impact fiscal au moment de la transformation, moyennant qu'on respecte certaines conditions. Et ça, c'est un élément très important, c'est qu'on peut vraiment passer de la raison individuelle à la société de capitaux en neutralité fiscale, moyennant forcément que vous ayez décidé de sauter le pas. Après, ce qui est important de retenir, c'est que si vous êtes décidé à aller de l'avant dans le cadre d'une transformation, alors une transformation, ça se prépare en amont, ça s'effectue à une date donnée, mais surtout, ça se suit au quotidien après la transformation. Et je vais passer la parole à Greg pour qu'il puisse vous expliquer ce processus. Merci beaucoup, Ludo. Alors, comme il l'a expliqué, hein, si vous décidez justement de passer ce cap, de la transformation de votre raison individuelle à votre société de capitaux, il y a plusieurs étapes dans cette transformation. C'est possible de le faire rétroactivement, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'aujourd'hui, on est aujourd'hui le 19 mai, il est possible, si vous le décidez, de déjà transformer sur la base de vos comptes au 31 décembre de l'année 2020, par exemple. Donc, c'est possible de le faire rétroactivement, pour autant qu'on respecte un délai de 6 mois, une fois la transformation complètement effectuée. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, et entreprendre le 20 juin, par exemple, sur la base des comptes au 31 décembre, parce qu'il y a quand même une petite préparation à tout ça. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de le faire rétroactivement, donc soit sur des comptes au 31 décembre, soit par exemple sur des comptes au 30 juin, etc. Ce qui risque de justement modifier aussi votre approche et comment vous allez fonctionner par la suite. Les comptes sur lesquels on va se baser pour pouvoir faire justement cette transformation, ça peut être soit les comptes que vous avez établis pour votre clôture annuelle au 31 décembre ou si certains d'entre vous ont des clôtures à d'autres périodes. Et puis, ensuite, ces comptes-là doivent être attestés par un réviseur afin de valider en fait la valeur des actifs et des passifs qui seront transférés en fait dans votre nouvelle société de capitaux.
Et ça, comme l'a expliqué Ludovic, tout ça peut se faire en neutralité fiscale. Il y a peut-être un petit point qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque vous décidez de faire une transformation, si vous voulez garder cette neutralité fiscale, il y a un fameux délai de blocage de 5 ans, c'est-à-dire que suite à la transformation, durant un délai de 5 ans, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir retransmettre les parts de votre entreprise à un tiers, par exemple. Si du coup vous faites cette transformation, je dirais que le gros d'une transformation, c'est pas l'acte de la transformation, mais c'est plutôt tout ce qui va suivre après, qui va demander quand même un petit peu d'énergie, qui va demander quelques défis. Donc, premièrement, il faut être prêt mentalement, psychologiquement à faire ce pas. Dans votre daily job, dans votre travail de tous les jours, je dirais, ça ne va pas changer grand-chose sur votre manière de fonctionner. C'est vraiment plutôt sur d'autres aspects que vous allez voir une différence. Principalement au niveau des assurances sociales. Une fois que cette transformation est effectuée, il va falloir renégocier vos contrats d'assurance sociale, modifier aussi votre couverture en termes de caisse de pension, optimisation de la prévoyance. Ça, c'est justement Piguet Galland qui vous en parlera un petit peu plus tard. Du point de vue fiscal, comme l'a dit Ludovic, vous allez du coup vous retrouver avec deux personnalités. Vous aurez la première personnalité qui sera vous-même et puis ensuite l'autre personnalité qui sera votre personne morale. Donc il y a une fiscalité qui est entre guillemets doublée, mais qui a l'avantage justement de bien séparer les deux. Du point de vue TVA, etc., vous allez peut-être changer, du coup, si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez changer, votre structure elle-même sera du coup un nouvel assujetti. Et puis ensuite, toute une gestion de vos acomptes, des provisions fiscales, etc. Et l'avantage qu'on a dans le cadre d'une transformation et qui est quand même quelque chose de très important, c'est que vous pouvez anticiper et vous pouvez être proactif par rapport à votre charge fiscale, par rapport à vos charges sociales, chose qui est un peu plus délicate et un peu plus compliqué dans le cadre d'une activité sous la forme d'une raison individuelle. Et puis, on a l'aspect administratif, étant donné que vous avez une nouvelle entité juridique, tous les contrats qui gravitent autour de votre activité vont devoir être changés, contrats de travail éventuellement avec vos employés, avec un transfert des employés dans cette nouvelle entité juridique, une modification de vos contrats de baux. Les comptes bancaires aussi, vous changez de type de relation bancaire. Vous n'êtes plus un indépendant, mais vous devenez une personne morale auprès des banques. Des fois, ça a un impact aussi. Et puis, tout ce qui s'ensuit, papier en tête, etc., relations avec les fournisseurs. Bien sûr que les facturations ne vont plus arriver à votre nom, mais au nom de votre entreprise, etc. Donc, ça nécessite quand même tout un processus après la transformation. Et puis, il y a aussi l'aspect de la gestion de votre information financière qui va vous permettre de pouvoir piloter votre entreprise et d'avoir cette gestion qui est, je dirais, de nouveau proactive et qui vous permettra peut-être ce sera l'occasion d'optimiser aussi tout ce qui est de la gestion de votre comptabilité, de pouvoir optimiser tout ça et puis de pouvoir aussi peut-être digitaliser tout ça. Alors, la transformation ne va pas, enfin, vous n'avez pas besoin d'une transformation, je dirais, pour, par exemple, digitaliser, etc. Mais souvent, voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir remettre un coup de neuf et puis de revoir un petit peu tous les processus, etc. et d'éventuellement changer d'outil à ce moment-là. Et puis, sachez que si vous décidez de faire le pas et de passer ce cap-là, vous ne serez pas laissé à vous, seul avec vous-même. Vous aurez un accompagnement. On est là, justement, nous, on a l'habitude maintenant de faire ce type de processus. Donc, si vous décidez de faire le pas, on accompagne nos clients dans tout ce processus avant, pendant et après la transformation pour être sûr que tout soit fait juste et puis que vous ayez la possibilité de vous déléguer d'un maximum de tâches possibles. Voilà, donc on en a plus ou moins terminé avec notre aspect de transformation. C'est avec plaisir aussi qu'on se tient à votre disposition après avec Ludovic pour aussi vous accompagner si nécessaire, répondre à vos questions. On va passer justement à une étape de questions. Donc, si vous avez quelques questions que vous avez envie de poser dans le chat par rapport à cette première partie de présentation, c'est avec plaisir qu'on y répond.
Merci Grégory et Ludovic pour vos explications. J'ai reçu plusieurs questions sur notre chat. Je démarre avec la première. Un entrepreneur, est-ce qu'il aurait un avantage à se payer par exemple un salaire relativement bas et se verser des dividendes plus importants si les revenus de la société sont importants? Alors, bon, le premier point pour répondre à cette question, c'est que le salaire relativement bas, il va de toute façon être limité par la caisse de compensation AVS qui va exiger qu'il y ait un minimum de salaire qui soit y versé, en tout cas quelque chose qui est raisonnable. Donc, on ne peut pas non plus aller sur des seuils qui sont extrêmement faibles. Par contre, c'est aussi difficile malheureusement de vous donner une réponse absolue parce que c'est des calculs qui se font, on va dire, d'année en année, de savoir si il est plus intéressant pour tel entrepreneur ou pour un autre de se verser davantage de salaire ou davantage de dividendes. Parce que si vous voulez, il y a une grosse différence entre le salaire et le dividende, c'est que le salaire est considéré comme une charge au niveau de la société, c'est-à-dire que pour 100 francs de salaire additionnel que vous allez verser à l'entrepreneur, alors certes, l'entrepreneur va payer l'impôt sur ces 100 francs de salaire additionnel, mais la société va avoir une charge équivalente qui fait qu'elle ne payera pas l'impôt sur le bénéfice. Le dividende, au contraire, lui, est imposable au niveau de l'entrepreneur, mais n'est pas déductible au niveau de la société. Par contre, il bénéficie d'un allègement. Et finalement, pour répondre à cette question de savoir si on doit verser davantage de salaire ou davantage de dividendes, on doit analyser la situation de l'entrepreneur, si on veut bien, quelle est sa situation familiale, son taux d'imposition marginal, les déductions qu'il a en face. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, on a assez rapidement tendance à se rendre compte sur des entrepreneurs qui, on va dire, gagnent bien leur vie, donc qui ont un taux d'imposition marginal relativement élevé, que le dividende a souvent, mais je dis pas tout le temps parce qu'on a des fois des surprises quand on fait ce genre de calcul, mais souvent le dividende est plus avantageux. Mais encore une fois, et je me répète, il ne faut pas tomber dans des extrêmes de se verser un salaire extrêmement limité sous peine de se faire rattraper par la caisse de compensation d'un point de vue des assurances sociales. Ok, je rebondis d'ailleurs sur les assurances sociales, notamment à l'AVS, avec la RFFA, la réforme fiscale et financement de l'AVS. Est-ce que c'est toujours intéressant aujourd'hui de transformer son activité? C'est une excellente question. Donc, la réforme fiscale dont on est en train de parler a eu pour principale conséquence, et ça c'est important de le comprendre, une réduction du taux d'impôt sur le bénéfice qui est due aujourd'hui par les sociétés de capitaux, les SA, les SARL notamment. Et la réponse est oui, c'est toujours intéressant, c'est même encore plus intéressant aujourd'hui qu'avant cette réforme, dans la mesure où vous avez une baisse du taux d'imposition des personnes morales. Donc, quand on est organisé sous forme de société de capitaux, on a eu un taux qui a passé d'environ 25% au 14% dont je parlais avant. Et finalement, ça rend que plus avantageuse cette structure-là. Ok. Et en termes de coûts, quel est le budget aujourd'hui pour une transformation? Alors là, ça va dépendre un peu des spécificités de la personne parce que évidemment, chaque activité est propre à chacun avec certaines spécificités. Si par exemple, vous avez de l'immobilier dans le cas de votre activité individuelle et que vous devez faire une transformation, ça va impliquer d'autres choses. Donc vraiment, c'est propre à chaque transformation. C'est important de peut-être avoir un entretien pour pouvoir justement faire un budget par rapport à ça. Mais de l'expérience qu'on a, plus ou moins, pour une transformation standard, pour une activité, je dirais, standard, etc., avec rien de trop spécifique, on est de l'ordre à peu près de 10 000 francs en termes d'honoraires pour pouvoir accompagner dans ce cadre d'une transformation complète. Ok. Et par rapport aux déductions, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur le chat. Est-ce que on peut plus déduire en raison individuelle qu'en société de capitaux? Alors non, ça fait partie de ces fameux on-dit que les gens aiment bien dire, le copain qui déduit plus parce qu'il est en raison individuelle, qu'il est indépendant, etc. Alors, euh, c'est vraiment pas du tout vrai. Il n'y a pas de différence que vous soyez en société de capitaux ou en raison individuelle.
les règles sont les mêmes et vous avez le droit de déduire, on va dire, la même chose et de passer le même type de charge dans les deux structures. Alors bien sûr avec ces quelques variations, mais il n'y a pas en tout cas une possibilité de pouvoir plus déduire de choses dans une raison individuelle. Ça marche. Merci en tout cas Grégory et Ludovic pour vos explications, vos réponses. Je vous propose que l'on passe à la deuxième partie de ce webinaire. Victoria, je te laisse la parole. Merci à vous. Merci, bonne journée. Donc, le conseil Victoria, patrimonial. Pardon? C'est tout bon? Tout bon. Pardon. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les gérants de fortune lorsqu'ils vont en rendez-vous clientèle et puis d'élargir un petit peu le scoop de la gestion de fortune traditionnelle en essayant d'optimiser la gestion de leur patrimoine. Il y a plusieurs leviers, le financement, par exemple, que ce soit du crédit hypothécaire ou lombard. Il y a la prévoyance, qui est un outil extrêmement important afin de faire de l'optimisation fiscale, puis également d'autres aspects non financiers, comme le conseil matrimonial ou le conseil patrimonial. Je m'excuse. Voilà. Donc, comme l'ont bien expliqué Ludovic et Grégory, vous avez donc le choix de vous lancer soit en raison individuelle, soit sous la forme de société de capitaux. Lorsqu'on parle de prévoyance, si vous décidez de former une société de capitaux, vous serez alors employé de votre propre société et puis la partie prévoyance va s'assimiler à la même chose qu'un employé lambda. Alors qu'en raison individuelle, vous aurez une seule obligation, celle de vous affilier au premier pilier. Le deuxième pilier est facultatif, tout comme le troisième, mais ça c'est pareil pour les employés des sociétés de capitaux. Encore souvent, lorsqu'on rencontre des clients indépendants, on se rend compte que la partie prévoyance est parfois négligée. C'est souvent expliqué par le fait qu'on voit la partie prévoyance, les charges sociales comme une charge, et on a du mal à imaginer que tout ce qu'on va inclure et verser dans notre partie prévoyance va constituer une grosse partie de notre fortune individuelle. Donc la prévoyance, comment ça fonctionne? La première chose dont je voulais vous parler sur ce graphique-là, donc on parle de lacunes de prévoyance, on en entend souvent parler. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes indépendant, vous avez une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de vous affilier au deuxième pilier ou au troisième pilier. Si l'on prend le premier pilier ainsi que le deuxième pilier, et là on parle de deuxième pilier obligatoire, minimum légal, au mieux, vous arriverez à atteindre un niveau de revenu qui se situe entre 60 et 70%. Sur le graphique, vous voyez l'axe des X, l'axe horizontal, c'est votre niveau de rémunération exprimé en milliers de francs. Et puis sur la gauche, l'axe vertical, c'est le degré de couverture. On voit que plus on s'approche d'un salaire de 100 000, 130 000 francs, plus la lacune va augmenter et plus le premier et le deuxième pilier obligatoire ne vont pas couvrir votre dernier niveau de salaire. C'est là où on se rend compte de l'importance des trois piliers, donc du système de prévoyance suisse. On connaît tous le fonctionnement de notre prévoyance. Là, je vais juste m'arrêter sur 2-3 points qui me paraissent importants. La première chose, la partie gauche de votre graphique, le premier pilier, concerne donc l'AVS et l'AI. On ne peut pas y déroger. Donc, c'est une obligation que vous soyez en raison individuelle ou en société de capitaux. Et puis, l'autre point important, c'est qu'on n'a pas d'influence. Donc, même si on cotise
au maximum pour le premier pilier, on ne peut pas influencer la rente qu'on percevra à la retraite. Par contre, lorsque l'on est indépendant, on a le choix de s'affilier au deuxième pilier ou pas. Là, je parle des indépendants en raison individuelle. Si vous choisissez de ne pas vous affilier au deuxième pilier, en tant qu'indépendant en raison individuelle, vous aurez la possibilité de cotiser au grand 3A, comme on l'appelle. C'est toutefois des montants qui sont limités, donc vous avez la possibilité de verser 20% de votre revenu, au maximum un petit peu plus de 34 000 francs par année. L'avantage de cette façon de faire, c'est que vous avez une flexibilité dans vos versements. Vous allez cotiser seulement au troisième pilier et donc pouvoir choisir la stratégie d'investissement. Et puis également d'ouvrir 2-3 comptes de troisième pilier et puis à terme, lorsque vous en aurez besoin, de pouvoir échelonner le retrait de ces capitaux-là. Cette forme-là, ce choix, il peut s'avérer intéressant lorsqu'on se lance, qu'on débute notre propre business, qu'on est célibataire, qu'on n'a pas d'enfants à charge, qu'il n'y a pas de risque à couvrir ou une famille à protéger. Et puis, ça donne aussi un petit peu de liberté et puis pas une charge trop lourde en termes de cotisation sociale. Par contre, si en tant qu'indépendant, vous choisissez de vous affilier au deuxième pilier, il y aura plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous allez couvrir un risque, et un risque qui va vous coûter beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez couvrir le risque via le deuxième pilier, le coût va être dispersé sur tous les affiliés, toutes les personnes membres de votre caisse de pension, alors que si vous souhaitez assurer un risque via le troisième pilier, vous allez devoir assumer individuellement le coût de ce risque-là. Autre avantage de s'affilier au deuxième pilier, toutes les cotisations que vous allez verser dans ce compte qui vous est propre, contrairement à l'AVS, vous allez constituer une épargne individuelle. J'en reviens au titre du slide qui me paraît très important, c'est que souvent la prévoyance, on la voit comme une charge, alors que pas du tout. C'est vraiment un moyen d'épargner sur le long terme et puis de transférer une partie de votre fortune imposable dans un pot qui ne l'est plus. Tout ce que vous allez verser en termes de cotisation, de rachat, etc., via le deuxième et le troisième pilier, sort de votre fortune imposable et rentre dans cette enveloppe de prévoyance qui n'est plus imposable jusqu'à votre retraite. Là, on rentre un petit peu dans le détail du deuxième pilier. La photo que vous avez sous les yeux représente vraiment le cadre légal régi par la loi sur la prévoyance professionnelle, et puis l'OPP2. On ne va pas rentrer dans le détail, mais là, ce qui est important de retenir, c'est les différents seuils, tout d'abord. Donc, vous avez un premier seuil à 86 000 francs qui représente la partie du salaire que votre employeur doit assurer obligatoirement. Ensuite, vous avez un autre seuil, le seuil de 129 000 francs. C'est tout ce qui va dépasser ce montant va pouvoir être investi dans un plan cadre, comme on l'appelle, un plan 1E, avec une gestion personnalisée et individuelle. En tant qu'indépendant, si vous êtes sous la forme de raison individuelle et que vous choisissez de vous affilier au deuxième pilier, vous allez pouvoir avoir une certaine influence sur plusieurs points. Le premier, ça concerne les bonifications, donc les cotisations épargne que vous allez choisir de verser sur votre salaire annuel. Le minimum légal prévoit 7, 10, 15, 18. C'est ce qu'un employeur devra au minimum garantir à ses employés. En tant qu'indépendant, vous avez le choix de modifier ces bonifications. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 25% de cotisation. Deuxième possibilité, c'est le fait de pouvoir justement assurer plus que le salaire minimum LPP. Donc, au-delà des 86 000 francs, vous allez pouvoir assurer la partie de 86 000 à 129 000 francs, ce qu'on appelle la partie surobligatoire, puis également mettre en place un plan individuel pour tout ce qui dépasse les 129 000 francs.
L'avantage des plans 1E, le premier, c'est de pouvoir choisir sa gestion, choisir sa stratégie. La deuxième, c'est que vu qu'on va assurer plus de salaire, on va avoir la possibilité d'augmenter sa capacité de rachat, tout comme le fait d'augmenter ses bonifications épargne. Si on décide de mettre des bonifications épargne de 15% ou 25%, ça va également créer du potentiel de rachat. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui va être injecté dans cette enveloppe de prévoyance sort de votre fortune imposable. Et puis, à l'intérieur d'un plan 1E, tous les revenus qui vont être générés par les placements ou la stratégie d'investissement choisie ne sont pas imposés vu que ça reste dans cette enveloppe de prévoyance. Donc, le deuxième pilier offre beaucoup d'avantages. J'en ai déjà dit quelques-uns. Donc, on a parlé un petit peu de rachat. Chaque fois que vous allez effectuer un rachat, le montant que vous allez investir à ce moment-là va être directement déduit de votre revenu imposable. Grégory et Ludovic ont parlé des dividendes pour les gens qui sont sous forme de société de capitaux. C'est un excellent moyen pour un chef d'entreprise de diminuer l'impact fiscal lors d'un versement de dividendes. Donc, via le versement de dividendes, c'est de l'argent que vous allez pouvoir, par exemple, utiliser pour faire du rachat dans votre caisse de pension et neutraliser un petit peu l'impact qu'aura ce versement de dividendes sur le plan fiscal. Comme je l'ai dit, les cotisations qui sont souvent vues comme une charge lourde pour l'entrepreneur sont en fait également un moyen de diminuer son revenu et puis de transférer cette part de revenu-là dans des comptes individuels, dans de la prévoyance qui n'est plus imposée. Autre point important, lorsque vous arrivez à la retraite, si vous choisissez de prendre votre deuxième pilier en rente, cette rente sera taxée comme un revenu. Par contre, si vous choisissez de retirer votre deuxième pilier en capital, vous allez bénéficier d'un taux préférentiel. Ça dépend des cantons. Sur Genève, le capital prévoyance est taxé environ à 8-9%. Canton de Vaud, on est plutôt autour des 13%. On a parlé de la forme de prévoyance pour les entrepreneurs sous forme de raison individuelle. Si vous choisissez de former une société de capitaux, que ce soit une SA ou une SARL, vous avez également une certaine marge de manœuvre pour cette prévoyance. Vous pouvez choisir d'offrir des plans plus attractifs à vos collaborateurs. De plus en plus, la prévoyance est un sujet qui commence à être, je dirais, vulgarisé. Les gens s'y intéressent de plus en plus. De pouvoir offrir des plans de prévoyance attractifs à des employés, ça peut être tout à fait un argument lorsqu'on veut engager quelqu'un. En tant que chef d'entreprise, vous êtes quand même limité. Vous ne pourriez pas prévoir un plan de prévoyance qui vous est avantageux, avec par exemple des cotisations d'épargne de 25% et puis pour le reste des employés un minimum légal. Il doit y avoir une certaine cohérence dans le plan de prévoyance de toute l'entreprise. On a parlé un petit peu des avantages du deuxième pilier surobligatoire. Donc, lorsque vous décidez d'assurer un salaire qui dépasse 129 000 francs par année, vous allez pouvoir définir une stratégie d'investissement, vous allez pouvoir la choisir. Vous allez pouvoir même choisir des stratégies sur mesure, être même le propre maître, entre guillemets, de votre stratégie en choisissant exactement dans quoi vous avez envie d'investir. Ça vous donne vraiment une énorme liberté. Donc, vous pouvez être même actif dans la gestion de cette partie-là de votre patrimoine, de votre épargne. Et puis, à l'échéance, lorsque vous décidez de prendre votre retraite, cette partie-là de votre capital épargne, vous n'avez pas l'obligation de réaliser les positions. Donc, si vous êtes investi, si vous avez du Nestlé, des fonds immobiliers ou autres, vous avez la possibilité de garder tel quel vos investissements et de les transférer directement dans un dépôt de titres, qui est un gros avantage. Autre chose,
un dernier point sur lequel je souhaiterais juste dire quelques mots, c'est en termes de performance, de ce que vous allez dégager en termes d'investissement. Dans le minimum LPP, lorsqu'on parle d'LPP obligatoire, les caisses de pension ont l'obligation de vous rémunérer actuellement 1%. Si tout d'un coup, sur une année, on se retrouvait avec des marchés un petit peu catastrophiques, les caisses de pension ne pourraient pas décider de vous verser moins 5, moins 10% sur vos heures de prévoyance. Dans le cadre du 1E, de ces plans cadres, ça donne vraiment une grande possibilité d'investissement, une grande liberté. Par contre, on se retrouve aussi dans une position où on doit assumer les risques. Donc, autant votre stratégie va faire plus 20%, vous allez en bénéficier, autant une année, les marchés vont faire une moins bonne performance. Et dans ce cas-là, vous allez également assumer la performance négative sur vos avoirs de prévoyance. Chez Piguet-Galland, on a la possibilité, via plusieurs partenaires, d'offrir une grande palette en termes de choix dans la prévoyance. Donc, on a la possibilité d'offrir tout ce qui concerne le deuxième pilier, que ce soit obligatoire sur obligatoire plan 1E, du libre passage, également tout ce qui concerne le troisième pilier. Dans le cas d'un indépendant qui est en raison individuelle, il n'aura pas la possibilité de s'affilier auprès de n'importe quelle caisse de pension. Donc, c'est là où il faut parfois porter une attention particulière. Nous avons la possibilité avec nos partenaires d'affilier les professions que vous avez sous les yeux, donc les professionnels de la finance, les médecins, les avocats, les notaires, les professionnels du bâtiment ou encore les consultants en entreprise. On a parlé de pas mal de stratégies. Vous avez sous les yeux donc les performances des profils Piguet-Galland. Donc, on offre à nos clients, s'ils travaillent avec nous pour la partie prévoyance, nos propres stratégies, des stratégies qui peuvent être choisies dans le cadre du libre passage ou d'un plan cadre, d'un plan 1E. Vous avez là la performance cumulée depuis l'année 2013 jusqu'à 2020 pour 3 de nos profils, donc LPP obligataire, LPP 25 et LPP 40. Le chiffre qui se trouve à droite représente la part action, donc la part de risque qui va se trouver dans la stratégie que vous choisissez. Et puis, j'arrive un peu au terme de ma présentation. Il me paraît important d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la prévoyance et pourquoi il est important de planifier dès maintenant. Donc, comme on en a parlé, l'économie fiscale que vous allez pouvoir réaliser via des plans de prévoyance adaptés, via la possibilité de faire des rachats, via le fait d'augmenter vos cotisations, est un des meilleurs arguments, je dirais, pour prendre le temps de s'intéresser un petit peu à cette partie prévoyance. On parle de changement réglementaire. Aujourd'hui, on a encore une certaine liberté. On peut encore utiliser ce levier de prévoyance pour optimiser sa fiscalité. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'aime bien cette phrase, prévoir plutôt que subir, avec des petits efforts, ça évite un choc pour plus tard. Souvent, on se retrouve avec des clients à 2-3 ans l'âge de la retraite qui décident enfin je dirais, de se plonger un petit peu dans cette problématique de prévoyance, puis qu'ils se rendent compte que c'est trop tard, qu'on n'a plus assez de temps pour pouvoir, je dirais, mettre en place un plan des plus optimums. Donc, on se dit, on a encore le temps, j'ai 35, 40 ans, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Mais plus je rencontre des clients, plus j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tôt pour s'y intéresser. Et puis, un autre point dont on a parlé un petit peu au début, protéger vos proches. Souvent, le deuxième pilier vous donne la possibilité de protéger votre famille s'il va vous arriver quelque chose, et puis également de vous protéger vous, dans le cas où un accident va vous arriver et puis que vous ne seriez plus en mesure d'exercer votre profession. Et enfin, on va conclure là-dessus,
c'est important de planifier pour être serein. Comme je disais au début, on n'a souvent pas envie de mettre la tête dedans, on a peur de ce qui nous attend à la retraite. Du moment où on s'y met, qu'on prévoit un plan clair, qu'on sait à quoi s'attendre, les choses sont beaucoup plus faciles. Et puis, du moment où vous avez mis en place une certaine structure avec des échéances à court, moyen, long terme, vous allez vous retrouver dans une situation beaucoup plus confortable et beaucoup plus serein quant à votre retraite. On va passer à la partie questions. Je vais passer la main à Dan. Si jamais, donc pour toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on prendra contact avec chaque personne de manière individuelle. Merci beaucoup, Victoria, pour ta présentation. Une question, s'il te plaît, pour revenir sur le graphe que tu nous as montré avec les différents profils d'investissement. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'être un petit peu plus dynamique sur les investissements liés à sa prévoyance que le 40% d'actions? Alors, tout à fait. Là, j'ai présenté seulement les stratégies LPP 25, LPP 40, parce que c'est des stratégies qu'on a depuis longtemps. Depuis environ 2-3 ans, on a la possibilité d'augmenter cette part action. En ce qui concerne le deuxième pilier, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 60 voire 80% d'actions. Et pour le troisième pilier, vous avez même la possibilité d'aller jusqu'à 100% d'actions. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que… Non, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais les performances sont disponibles sur notre site internet. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le détail des différents profils qu'on propose. Très bien, je te remercie. Une question qui est revenue par rapport au rachat, pour avoir une idée de quelle serait l'économie fiscale si on faisait un rachat d'à peu près 10 000 francs, par exemple. Alors, l'économie fiscale, elle va dépendre de votre taux marginal. En règle générale, quand on a des hauts revenus, je dirais, on se trouve à un taux marginal entre, je dirais, 40 et 45%. Pour donner un exemple, imaginons qu'on rachète 10 000 francs dans sa caisse de pension. L'économie fiscale va être calculée en fonction de votre taux marginal. Donc, un rachat de 10 000 francs, si vous avez un taux marginal de 40%, vous allez économiser 4 000 francs de charges fiscales. Très bien. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler du troisième pilier B? Est-ce que nous le proposons ici chez Piguet-Galland? Non. On ne propose pas de troisième pilier B chez Piguet-Galland. Donc, on a une large offre en termes de troisième pilier A, de stratégie de troisième pilier A, mais on ne propose pas de troisième pilier B. D'accord. Parfait. Donc, on est arrivé au terme de cette présentation. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui, on prendra directement contact avec vous par email ou par téléphone. En tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Mes collègues et moi-même sommes à votre entière disposition pour répondre à vos demandes. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.